Regardez autour de vous. En ce moment même, observez les visages des hommes qui vous entourent. La science nous révèle un fait effrayant. Un homme sur 200 sur cette planète porte dans son sang la trace du même individu. Ce n'est ni un hasard, ni une coïncidence. C'est une cicatrice génétique, laissée par l'acte de violence le plus massif de l'histoire de l'humanité. Nous sommes habitués à entendre parler de lui comme d'un grand stratège, d'un unificateur de terre et d'un souverain sage. Mais, et si je vous disais que derrière ces titres se cache l'architecte d'un génocide, dont la cruauté n'était pas une impulsion émotionnelle, mais une industrie froide. Dans ce récit, nous plongerons dans les recoins les plus sombres de l'histoire. Vous découvrirez comment un garçon de 9 ans, laissé pour mort dans la steppe, s'est résolu à tuer son propre frère pour un morceau de nourriture. Nous raconterons pourquoi l'expression « mesurée à la hauteur de l'essieu d'une charrette » glaçait d'effroi des peuples entiers, et pourquoi le gouverneur d'une ville richissime a payé de sa vie en recevant un cadeau d'argent en fusion directement dans les yeux. Mais le plus terrible se cache dans les détails dont on ne parle pas dans les manuels scolaires. Quel sort réservait-il aux femmes et aux filles de ses ennemis? Pourquoi la biologie est-elle devenue pour lui une arme de destruction massive? Et comment l'ivresse d'un seul homme a sauvé toute la civilisation européenne d'une disparition totale? Préparez-vous. Nous allons détruire le mythe romantique et vous montrer le vrai visage de l'homme qui voulait effacer les frontières du monde pour les redessiner avec son propre sang. Lisez jusqu'au bout, car le dénouement de cette histoire nous concerne tous personnellement. Regardez autour de vous. Maintenant. Si vous êtes dans un wagon de métro bondé, au bureau ou sur une place animée, regardez les visages des hommes qui passent. Les statistiques sont têtues, cyniques et absolument impitoyables. Les données scientifiques nous disent qu'un homme sur 200 sur cette planète porte un marqueur génétique identique. Ce n'est pas une mutation aléatoire, ce n'est pas une erreur de la nature, c'est une cicatrice. L'écho d'un seul chromosome Y qui, il y a 8 siècles, a commencé sa marche triomphale à travers le continent, effaçant frontières, nations et dynasties. 16 millions d'hommes. Réfléchissez à ce chiffre. C'est plus que la population de nombreux pays européens. C'est un monument vivant qui respire, va au travail et élève des enfants, sans même soupçonner que leur existence est le résultat de l'acte de violence le plus massif de l'histoire humaine. Nous avons l'habitude de mesurer la grandeur des conquérants aux kilomètres de terre saisis ou aux tonnes d'or pillées. Alexandre le Grand laissait derrière lui des villes, Napoléon, des lois. Mais l'homme dont nous allons parler a laissé derrière lui nous. Il a réécrit le code de l'humanité, littéralement. Bienvenue dans une réalité où la biologie devient une arme de destruction massive. De nombreux historiens aiment peindre l'image du noble sauvage, unificateur de tribus. Oubliez cela. Nous regardons l'architecte d'un génocide. Le système construit par Temujin, devenu plus tard Gengis Khan, n'avait rien à voir avec la cruauté chaotique des barbares. C'était une industrie, froide, calculatrice, efficace. Lorsque cet humain entrait dans une ville vaincue, il ne se contentait pas de piller. Il procédait à une sélection. C'était du darwinisme élevé au rang de politique d'État. Les femmes des peuples vaincus n'étaient pas considérées comme des êtres humains. Elles étaient des trophées, une ressource, des incubateurs pour le nouveau monde que le Khan bâtissait. Ce n'était pas une question de luxure. La luxure est une émotion, et les émotions sont le lot des faibles. Pour la machine de guerre mongole, c'était une question de pragmatisme. Comment détruire l'ennemi pour qu'il ne relève plus jamais la tête? Tuer ses soldats? Insuffisant. Brûler ses maisons? Ils en construiront de nouvelles. Il faut effacer son identité. Il faut faire en sorte que la prochaine génération, née sur les cendres, parle ta langue et porte ton sang.
C'était une assimilation forcée au niveau cellulaire. Imaginez ce convoyeur. La ville est tombée. La fumée voile le soleil, transformant le jour en crépuscule. Les hommes qui ont osé résister, ou qui ont simplement eu le malheur d'être plus grands qu'une roue de charrette, sont déjà morts. Leur corps fertilise la steppe. Puis commence la répartition. Les femmes les plus belles, les plus saines et les plus nobles sont sélectionnées pour le Khan et ses fils. C'est l'élite. Le deuxième choix va aux généraux et aux chefs de mille. Les autres sont donnés aux simples guerriers. Ce n'est pas le chaos d'une soldatesque ivre, c'est une procédure bureaucratiquement calibrée, inscrite dans les lois tacites et plus tard bien concrètes de la grande Yassa. Chaque mariage de ce type était une condamnation à mort pour toute une lignée. Au moment où le guerrier mongol emmenait une femme dans sa yourte, il ne satisfaisait pas simplement un instinct. Il remplaçait le code génétique du peuple vaincu par le sien. Des milliers d'années d'évolution, des traits de visage uniques, la couleur des yeux, la prédisposition aux arts ou à l'artisanat des civilisations soumises, tout cela se dissolvait dans le gène dominant de la steppe. Comme de l'encre versée dans un verre d'eau pure. L'eau noircissait inévitablement. Vous demanderez, comment un homme est-il capable d'une telle chose ? Où est la limite de la cruauté ? La réponse est simple et terrible. Pour eux, ce n'était pas de la cruauté. Vous ne considérez pas comme cruel un fermier qui croise les meilleures races de bétail en se débarrassant des faibles, n'est-ce pas ? Gengis Khan regardait l'humanité exactement de cette façon. Comme un troupeau qui a besoin d'un berger à la main ferme et au long fouet. Le plus grand plaisir, lui attribue-t-on, est de vaincre ses ennemis, de les poursuivre, de les priver de leurs biens, de voir leurs proches en larmes, de monter leurs chevaux et de serrer dans ses bras leurs femmes et leurs filles. Cela sonne comme la bravade d'un maniaque ? Non. C'est l'aveu honnête d'un gestionnaire qui ne voit dans la femme qu'un instrument de pouvoir. C'est une déshumanisation absolue, élevée au rang de culte. Et ce culte fonctionnait. La peur de ce sort ouvrait les portes des villes plus vite que les engins de siège. Les rumeurs volaient au-devant de la cavalerie mongole. Des pères tuaient leurs propres filles pour qu'elles ne tombent pas aux mains des gens aux visages infernaux. Mais même la mort n'était pas toujours un salut contre la profanation de la mémoire. Nous nous posons souvent la question, quel est le prix du progrès ? Nous admirons les routes commerciales sûres qui relieront plus tard l'Orient et l'Occident. Nous parlons de diplomatie, de papier-monnaie, du premier monde globalisé, la Pax Mongolica. Mais les fondations de ce monde sont pétries de sang et des destins brisés de millions de femmes, dont l'histoire n'a même pas conservé les noms. Leurs voix ont été étouffées par le fracas des sabots de l'armée victorieuse. Elles ne sont restées que des chiffres silencieux dans les rapports génétiques des laboratoires modernes. Mais pour construire une telle machine, pour éteindre en soi tout ce qui est humain et se transformer en fonction, en épée vivante, il faut une raison. Les gens ne naissent pas avec un cœur de glace. On ne devient pas un monstre par une vie heureuse. Pour désirer posséder le monde entier et le remodeler à son image, il faut survivre à une perte qui brûle l'âme jusqu'aux cendres. Il faut éprouver une telle peur et une telle humiliation qu'il ne reste que deux voies, mourir dans la boue ou devenir la mort elle-même. Regardez la carte de l'Eurasie. Imaginez une steppe sans fin, balayée par tous les vents. L'hiver y dure une éternité et le gel pénètre jusqu'aux os. C'est là, parmi les yourtes et les excréments de moutons, bien avant que le monde ne connaisse le nom de l'ébranleur de l'univers, que tremblait de froid un petit garçon. Il n'avait pas d'armée,
Il n'avait pas de pouvoir. Il n'avait même pas de nourriture et se battait avec les chiens pour un os rongé. Dans ses yeux, il n'y avait pas encore cet éclat d'acier qui ferait perdre la raison aux empereurs de Chine et aux chats du Khwarezm. Dans ses yeux, il n'y avait que la peur, une peur animale et poisseuse de la proie acculée. Et c'est précisément dans ce coin, sous le hurlement du vent de la steppe, qu'a commencé à naître la colère qui brûlerait un jour la moitié du monde. La steppe ne pardonne pas la faiblesse, elle la mange, au sens propre. Imaginez un monde où votre vie vaut moins qu'une roue de charrette. C'est précisément dans ce monde que s'est retrouvé un garçon de 9 ans nommé Temujin, après que son père, le chef Yesugei, a été empoisonné par les Tatars. Ce n'était pas une tragédie d'échelle shakespearienne avec de beaux monologues. C'était une catastrophe sale et banale. Le clan que dirigeait son père a simplement plié les yourtes, chargé les biens et est parti, laissant la veuve et les enfants mourir dans la steppe hivernale. Pourquoi nourrir des bouches inutiles? Dans l'économie de la steppe, il n'y a pas de place pour la sentimentalité. Vous n'avez d'autre ami que votre ombre, d'autre fouet que la queue de votre cheval, leur lança une vieille chamane. Et elle avait raison. Ils sont devenus des moins que rien, pire que des esclaves. Au moins, on nourrit les esclaves. La famille de l'ancien Khan s'est transformée en charognard. Le futur maître de millions d'hommes rampait sur le sol, déterrant des racines, et chassait les marmottes et les souris des champs. L'odeur de la pauvreté est celle de la graisse rance et des corps sales, incrustée si profondément dans la peau que l'eau ne peut la laver. C'est ici, dans la boue et l'humiliation, que s'est formée la psyché du monstre. Temujin a appris la leçon principale de sa vie. La justice n'existe pas. Seule la force existe. Si tu n'es pas un prédateur, tu es de la nourriture. Et le premier à avoir senti cette nouvelle loi ne fut pas un ennemi extérieur, mais son propre frère. Bekter, le demi-frère de Temujin, qui, étant l'aîné de la famille, commença à s'approprier les meilleurs morceaux du butin. Dans toute autre culture, on aurait appelé cela une rivalité adolescente. Les garçons se battent, c'est normal. Mais Temujin n'était plus un enfant normal. Sa psyché s'était déformée sous le poids de la peur constante de mourir de faim. La scène fut brève et terrible dans sa banalité. Bekter avait arraché à Temujin une alouette capturée, puis un poisson. Temujin n'a pas pleuré. Il ne s'est pas plaint à sa mère. Il a simplement appelé son jeune frère Khazar. Ils se sont approchés de Bekter, qui était assis sur une colline et surveillait tranquillement le troupeau, sûr de son impunité. Temujin devant, Khazar derrière. 2 arcs, 2 claquements de cordes. Bekter n'a même pas eu le temps de comprendre qu'il avait été condamné. Il est tombé, transpercé de flèches, suppliant seulement de ne pas tuer son plus jeune frère. La mère, Hölun, hurlait de douleur, traitant ses fils de chiens rongeant leur propre ventre. Mais Temujin gardait le silence. Dans ses yeux, il n'y avait aucun remords, seulement un calcul froid. Il avait compris une terrible vérité. La violence est l'outil le plus efficace pour résoudre les problèmes. Il y avait un problème, il n'y a plus de problème. Le meurtre de son frère fut son initiation. Il a franchi la ligne séparant l'homme de la bête et a découvert que l'on respirait plus facilement de l'autre côté. Là-bas, il n'y a pas de morale qui lie les mains. Il n'y a que l'opportunité. Mais le destin lui préparait un autre coup qui brûlerait définitivement en lui toute capacité de compassion. Les Merkites. Une tribu à laquelle le père de Temujin avait jadis volé sa mère, décida qu'il était temps de régler les comptes. La vengeance dans la steppe est un plat qui se mange non pas froid,
mais congelés des décennies plus tard. Ils ne sont pas venus pour Temujin. Ils sont venus pour sa jeune épouse, Borte. Imaginez cette horreur. Le fracas des sabots à l'aube, les cris, le chaos. Temujin, qui se considérait déjà comme un homme, réalise soudain sa totale et absolue impuissance. Il n'a pas d'armée. Il n'a pas d'armes pour arrêter un détachement de cavaliers armés. Et que fait le futur grand commandant? Il s'enfuit. Il saute à cheval et file vers les montagnes, vers les forêts salvatrices du Burkhan Khaldun. Il abandonne sa famille, il abandonne sa femme. On cache Borte dans un chariot, mais les Merkites la trouvent. Ils la prennent comme un trophée, comme un objet, pour la donner en concubine à leurs guerriers. Et Temujin est assis au fond de la forêt, tremblant de peur, écoutant comment on emmène sa femme. 3 Merkites l'ont poursuivi, ont fait 3 fois le tour de la montagne, mais n'ont pas pu l'attraper dans les fourrés denses. Lâcheté? L'homme moderne dirait oui. Mais du point de vue de Temujin, c'était la mathématique supérieure de la survie. Un héros mort ne peut pas se venger. Un héros mort ne reprendra pas son dû. Seul un vivant, même humilié, a une chance. Pendant 9 jours, il s'est caché dans la forêt, se nourrissant uniquement de sa propre haine et de prières. Lorsqu'il est redescendu, il était un autre homme. Le garçon qui pouvait s'enfuir est mort dans les forêts du Burkhan Khaldun. C'est un paranoïaque qui est revenu. Temujin a compris que la solitude, c'est la mort. Mais la confiance aussi, c'est la mort. Le monde environnant est une menace infinie. Pour survivre, il faut devenir cette menace. Il faut devenir celui que l'on craint plus que la faim, plus que les Merkites, plus que les mauvais esprits. C'est à ce moment précis qu'est née sa doctrine. Ne jamais, en aucune circonstance, se permettre d'être une victime. S'il faut pour cela détruire la moitié de l'humanité, alors tel est le prix de la sécurité. L'enlèvement de Borte a été le catalyseur. Ce n'était pas seulement une insulte personnelle, c'était la preuve que le chaos de la steppe devait être mis en ordre. Sa femme était maintenant quelque part là-bas, dans une yourte étrangère, subissant des violences parce que telle est la loi de la force. Et Temujin a décidé de réécrire cette loi. Il a décidé de devenir la seule source de force dans ce monde. Il avait besoin d'alliés, mais pas d'amis. Les amis dans la steppe trahissent. Il avait besoin de complices. Il se rend chez Jamuka, son frère de sang d'enfance, et chez Togrul, le Khan des Kéraïtes, un vieil allié de son père. Il vient à eux, non comme un quémandeur, mais comme un investisseur, plaçant sa rage dans leurs ambitions. Il offre à Togrul un manteau de zibeline, tout ce qui lui restait de la dot de Borte. C'était un geste de désespoir et un coup politique de génie. Le manteau lui a acheté une armée. Ensemble, ils se sont abattus sur les Merkites. Ce n'était pas une bataille. C'était une opération punitive. Temujin cherchait sa femme, se frayant un chemin à travers la chair vivante. Quand il l'a trouvée, elle était enceinte. De qui était cet enfant? De lui ou du Merkite? Cette question tourmentera les historiens pendant des siècles. Le fils sera nommé Jochi, l'invité. Temujin l'acceptera, mais l'ombre du doute se dressera à jamais entre eux. Cependant, à ce moment-là, cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait était autre chose. Il avait récupéré son bien. Il avait prouvé à lui-même et à la steppe qu'on pouvait tout lui prendre, mais qu'il reviendrait et le reprendrait avec la vie de l'offenseur. Mais la victoire sur les Merkites n'a pas apporté la paix. Elle n'a fait qu'attiser l'appétit. Temujin
a senti le goût du sang sur ses lèvres. Et ce goût lui a plu. Il a vu avec quelle facilité les destins humains se brisent si l'on y applique le levier de la violence organisée. Il a commencé à rassembler des gens autour de lui. Mais pas selon le principe de la parenté, comme c'était l'usage depuis des siècles. Il crachait sur les généalogies. Il avait besoin de ceux qui savaient tuer et obéir. Des parias comme lui affluaient vers lui. Des gens sans passé, des gens qui n'avaient rien à perdre. Des bergers, des esclaves en fuite, des voleurs. Il leur a donné un but. Il leur a donné une structure. Il leur a dit « Suivez-moi, et vous mangerez de la viande tous les jours. Trahissez-moi, et vous envierez les morts. » C'était un ascenseur social qui fonctionnait à l'énergie de la pure cruauté. Temujin créait une nouvelle communauté, scellée non pas par le sang des ancêtres, mais par le sang versé des ennemis. Ainsi, pas à pas, du garçon battu se cachant dans les buissons, grandissait l'architecte de l'Empire. Son traumatisme n'a pas guéri. Il s'est infecté et s'est transformé en armure. Il ne ressentait plus la douleur des autres, car sa propre douleur remplissait tout l'espace intérieur. Le monde, pour lui, s'est divisé en deux catégories, ceux qui se soumettent et ceux qui doivent mourir. Il n'y a pas de troisième voie. Et quelque part là-bas, à l'horizon, se profilaient déjà les yourtes des Tatars, ceux-là même qui avaient empoisonné son père. Le vent portait une odeur de brûlé. Temujin regardait vers l'est, et ses yeux étaient vides et froids, comme le ciel d'hiver de la Mongolie. Le mécanisme de la vengeance était lancé, et seule la mort pourrait l'arrêter. L'an 1202. Le vent dans la steppe change de direction. Si auparavant, il portait les odeurs des troupeaux de moutons et la fumée des foyers, l'air est maintenant imprégné du goût métallique de l'inéluctable. Temujin marche sur les Tatars. Ceux-là même qui ont empoisonné son père. Ceux-là même qui, pendant des décennies, ont été les hégémons de la steppe, profitant de la protection de l'empire d'or des djinns. Pour tout autre Khan, cela aurait été simplement une guerre pour des pâturages ou une vendetta. Piller, tuer quelques chefs, prendre les femmes et partir. Mais Temujin ne pense pas en termes de razzia. Il pense en termes de solution finale. La victoire sur les Tatars fut totale. L'armée ennemie écrasée, leur campement encerclé. Et c'est là que se produit ce qui séparera à jamais Temujin de tous les chefs de steppe précédents. Il réunit un conseil, mais pas pour discuter du partage du butin. Il donne un ordre qui glace le sang même des nookers les plus aguerris. L'ordre sonne sec, comme le craquement d'un os qui se brise. Mesurer tous les hommes à l'essieu de la charrette. Ce n'était pas une métaphore. C'était une technologie de sélection. On amenait les prisonniers près de la roue d'un chariot. L'essieu est à environ 1 mètre du sol. Si ta tête dépassait la goupille, tu mourrais. L'épée interrompait la ligne de vie instantanément. Cela signifiait la mort pour tous les hommes adultes, pour tous les vieillards, pour tous les adolescents qui avaient déjà eu le temps de se sentir guerriers. On ne laissait en vie que les enfants. Les petits garçons qui ne se souviennent pas encore du nom de leur père, ne connaissent pas l'histoire de leur clan et ne pourront pas se venger. Pourquoi une telle cruauté? Pourquoi ne pas les vendre comme esclaves? Pourquoi ne pas les forcer à travailler? La réponse réside dans le besoin pathologique de sécurité de Temujin. Un esclave peut s'enfuir, un esclave peut se révolter. Un Tatar mort ne fera rien. Et les petits-enfants? Les enfants sont une page blanche. Ils ont été distribués dans les familles mongoles. Ils ont été élevés comme les leurs. 10 ans plus tard, ces garçons, nés Tatars, deviendront les chiens les plus fidèles de Gengis Khan, prêts à égorger n'importe qui sur son ordre. Ils oublieront que leurs pères ont été décapités sur l'ordre de leur maître actuel. C'était de l'ingénierie sociale par le sang. Temujin
effaçait la mémoire de tout un peuple pour la réécrire avec sa propre écriture. Mais il restait un problème à Temujin. Un problème qui avait un nom, un visage et le même charisme que lui. Jamuka, son frère de sang, son Handa. Jadis, enfants, ils échangeaient des osselets sur la glace d'une rivière gelée et se juraient une fidélité éternelle. Ils dormaient sous la même couverture. Mais la steppe est trop étroite pour deux tigres. Jamuka était un aristocrate, un os blanc. Il croyait aux traditions, au droit de la noblesse de gouverner la plèbe. Temujin, fils de paria, méprisait les traditions. Il construisait une méritocratie, un système où un berger pouvait devenir général s'il avait le talent de tuer et d'obéir. C'était un conflit d'idéologie, l'ancien monde contre le nouvel ordre. L'affrontement a duré des années. C'était une partie d'échecs où les pièces étaient des êtres humains vivants et l'échiquier toute la Mongolie. Jamuka était rusé, intelligent et dangereux. Il a même vaincu Temujin lors des premières batailles, et on raconte qu'il faisait bouillir les prisonniers dans des chaudrons pour tenter d'intimider les partisans de son frère juré. Erreur. La peur n'a pas éloigné les gens de Temujin. Elle les a seulement convaincus qu'on ne pouvait pas négocier avec Jamuka. Le dénouement est arrivé soudainement, et, ironie du sort, reflétait en miroir la philosophie de Temujin. Jamuka a été trahi par ses propres hommes. Ses nookers, décidant que l'étoile de leur maître avait décliné, l'ont ligoté et amené au camp de Temujin, espérant une récompense. Il pensait apporter un cadeau. Il se trompait. Temujin regarda les traîtres ligotés et prononça une phrase qui devint une sentence. Comment peut-on faire confiance à ceux qui ont levé la main sur leur canne naturelle? Les traîtres furent exécutés sur le champ, sous les yeux de Jamuka. La fidélité pour Temujin était une monnaie plus précieuse que l'or. Même la fidélité à un ennemi, il l'estimait plus que la trahison en sa faveur. Puis vint la dernière conversation des deux frères de sang. Les sources romancent peut-être ce moment, mais l'essence en est fidèlement rendue. Temujin offrit la vie à Jamuka. Il lui proposa de devenir le second de l'Empire, d'oublier le passé, de retourner sous la même couverture. Mais Jamuka était trop fier et trop intelligent. Il savait, dans le ciel, il ne peut y avoir qu'un seul soleil. Et en Mongolie, un seul Khan. Si tu m'épargnes, dit Jamuka, je serai un pou sur ton col, une épine dans ta botte. Je serai l'éternel symbole de l'alternative, et les mécontents afflueront toujours vers moi. Tue-moi, mais tue-moi sans verser de sang, pour que mon esprit ne quitte pas mon corps et reste le protecteur de tes descendants. C'était une demande de mort digne, une mort d'aristocrate. Temujin l'exauça. On brisa la colonne vertébrale de Jamuka, en silence, sans éclaboussure de sang, sans décapitation. C'était un acte de respect suprême et, simultanément, un acte de nettoyage final. Avec le craquement de l'échine de Jamuka, s'est brisé l'échine de la vieille aristocratie tribale. Il n'y avait plus de rivaux. Il n'y avait plus d'alternative. Désormais, Temujin restait seul, au sommet d'une montagne de cadavres. Mais devant lui se dressait une tâche encore plus difficile que de vaincre ses ennemis. Il devait vaincre la structure même de la société des steppes. Depuis des siècles, les gens ici se divisaient en clans et tribus. Merkites, Kéraïtes, Naïmans, Tatars, ils s'égorgeaient parce que nous n'étions pas eux. Temujin décida de détruire ce système. Il a mélangé les gens comme un jeu de cartes. Il a interdit de vivre par campement clanique.
Il a divisé les tribus en dizaines et en centaines, mêlant dans une même unité d'anciens ennemis. Le Merkite d'hier se tenait maintenant dans le rang, épaule contre épaule, avec le Kéraïte d'hier. Il leur était interdit de s'appeler par les noms de leurs tribus. Il ne leur restait qu'un seul nom, Mongol, et une seule loyauté, au Khan. C'était une révolution. Imaginez que demain toutes les nations disparaissent et qu'il ne reste que le citoyen de la terre, soumis à un dictateur. Temujin a créé une nation à partir de zéro, la fondant dans le creuset de la guerre civile. Il a ôté aux gens leur passé pour leur donner un avenir dans lequel ils deviendraient les maîtres du monde. Mais le prix de cet avenir est une soumission absolue, servile. La personnalité est effacée. Il n'y a qu'une fonction. Tu es un cavalier de la dizaine. Ton chef de dizaine répond de toi sur sa tête. Tu réponds sur ta tête de ton chef de dizaine. Une responsabilité collective scellée par la peur et le butin. Vers l'an 1206, la steppe s'est tue. La fumée des incendies s'est dissipée. Les ennemis étaient soit morts, soit assimilés. Temujin, le garçon qui mangeait des rats, était devenu le souverain unique de l'espace allant de l'Altaï au Khingan. Mais c'était trop peu pour lui. Il comprenait que cette machine, qu'il avait assemblée à partir de matériel humain, ne pouvait pas rester immobile. Elle ne fonctionne qu'au carburant de la guerre. Si elle s'arrête, les vieilles rancunes referont surface et la construction s'effondrera. Elle a besoin d'un but. Elle a besoin d'un ennemi extérieur. Sur les rives de la rivière Onon, on commençait déjà à dresser l'étendard blanc à 9 queues. Des messagers galopaient aux quatre coins de la steppe, convoquant les chefs au grand Kurultai. Ce n'était pas une simple réunion, c'était le couronnement de la bête. Le monde ne savait pas encore que là-bas, dans les profondeurs de l'Asie, un mécanisme d'horlogerie venait d'être remonté, prêt à faire exploser la tranquillité des civilisations. Pendant que les princes de la Russe festoyaient et que le chat du Khwarezm savourait soieries et sorbets, dans la steppe, on forgeait le fer qui allait bientôt goûter leur sang. Le temps des tribus était fini, le temps de l'Empire arrivait. Et la première loi de cet empire serait la mort pour insoumission. L'an 1206, la rivière Onon. Si vous aviez pu vous transporter là-bas, ce jour où l'histoire a pris son virage le plus brusque, vous auriez été assourdi non par la cacophonie d'une fête, mais par le silence. Le silence de dizaines de milliers de personnes figées dans l'attente. La steppe, habituellement pleine de sons, hennissements de chevaux, cris de bergers, pleurs d'enfants, se taisait. Au centre de cet océan silencieux d'hommes se dressait l'étendard blanc aux 9 queues faites de crinières de yak. Sous lui se tenait un homme qui avait cessé d'être Temujin. Les chamans frappaient leurs tambours, appelant le ciel bleu éternel à témoin. À ce moment est né Gengis Khan, le souverain océanique. Un titre qui sonnait comme un défi à la géographie elle-même. L'homme que l'on traquait encore récemment, comme un loup, se proclamait désormais vicaire de Dieu sur terre. Mais ce n'était pas un simple changement de nom. C'était la proclamation d'un nouveau système d'exploitation pour l'humanité. Les vieilles lois, fondées sur les traditions et le respect des aînés, furent jetées. À leur place vint la yassa. Beaucoup appellent la yassa un code de loi. C'est une erreur. C'était un manuel d'utilisation pour un camp de concentration de la taille d'un continent. La yassa ne protégeait pas les droits. Elle détruisait la notion de personnalité. Gengis Khan, se souvenant du goût de la trahison sur ses lèvres, créa un système où la trahison devenait mathématiquement impossible. Écoutez ce point, qui sonne comme un verdict. Si sur 10 hommes,
un seul s'enfuit, les 10 sont exécutés. Si sur une dizaine, tous les 10 s'enfuient, alors les 100 sont exécutés. Réfléchissez à cette arithmétique de la mort. Ce n'est pas simplement de la cruauté, c'est un coup psychologique de génie. Gengis Khan a lié ses guerriers par des chaînes invisibles plus solides que le fer. Ton compagnon de droite n'est pas seulement un ami, il est l'otage de ta bravoure, et tu es l'otage de la sienne. Tu ne peux pas t'enfuir, car alors on tuera tes frères. Tu ne peux pas le laisser s'enfuir, car alors on te tuera. Dans ce système, chacun devenait le gardien de chacun. La peur de l'ennemi sur le champ de bataille pâlissait devant la peur de laisser tomber sa dizaine. Cela transformait les bergers d'hier, habitués à la vie libre, en phalanges monolithiques, se mouvant comme un seul organisme. La yassa réglementait tout. Comment égorger le bétail, comment recevoir les invités, comment laver les vêtements. Il était interdit de laver dans l'eau courante pour ne pas courroucer les esprits. Même l'hygiène obéissait à une peur mystique. Pour l'adultère, la mort. Pour le vol de cheval, la mort. Pour le mensonge, la mort. La liste des crimes était courte et la punition uniforme. L'épée. Gengis Khan brûlait la criminalité au fer rouge. On dit qu'après l'instauration de la yassa, une vierge avec un sac d'or pouvait traverser l'empire d'un bout à l'autre sans qu'un seul cheveu ne tombe de sa tête. L'ordre parfait, l'ordre d'un cimetière. Mais le fouet n'était qu'un côté de la médaille. Il y avait aussi une carotte telle que le monde n'en avait jamais vue. La méritocratie, le pouvoir au digne. Dans l'Europe féodale ou en Chine, pour devenir général, il fallait naître dans la soie, avoir une longue généalogie et le bon nom de famille. Dans l'empire de Gengis Khan, cela n'avait aucune importance. Tu pouvais être fils d'esclave, forgeron ou voleur de chevaux. Si tu étais intelligent, cruel et dévoué, tu montais tout en haut. Regardez ses meilleurs généraux. Jebé, l'homme qui a failli tuer Gengis Khan un jour, en lui tirant une flèche dans le cou. Au lieu d'exécuter l'archer audacieux, le Khan l'a pris avec lui, appréciant sa précision et son honnêteté. Des années plus tard, Jebé deviendra l'un des plus grands tacticiens de l'époque. Subotai, fils de forgeron qui, par droit de naissance, aurait dû forger des fers à cheval toute sa vie. Dans le système de Gengis Khan, il est devenu le stratège qui écrasera les armées de Chine, de Perse, du Caucase et de la Russe, commandant des dizaines de milliers de cavaliers. C'était une armée où chaque soldat portait dans sa sacoche de sel un bâton de maréchal. Cela créait un dévouement fanatique. Les gens comprenaient. Le Khan est le seul garant de leur ascension. Sans lui, ils ne sont rien. Avec lui, ils sont les maîtres du monde. Temujin a transformé l'envie sociale en carburant militaire. La structure de l'armée fut portée à la perfection. Dizaines, centaines, milliers, tumens, 10 000. Aucune anarchie tribale. Les ordres étaient transmis instantanément par un système de drapeaux de signalisation, de flèches sifflantes et de messagers. Ce n'était pas un essaim de barbares. C'était un ordinateur assemblé de chair et d'os. La discipline s'exerçait lors des chasses en cercle. La nerge, des milliers de cavaliers s'alignaient en une chaîne gigantesque et rabattaient les bêtes dans un cercle. Pas une seule antilope ne devait s'échapper. Frapper la bête avant l'heure signifiait la mort pour le chasseur. Laisser échapper la bête, la honte. C'est ainsi qu'ils apprenaient à encercler les armées ennemies. Pour les Mongols, la guerre devint simplement une chasse à un autre gibier. Les humains courent moins vite que les antilopes et meurent tout aussi facilement. Toute cette construction colossale était la projection du traumatisme intérieur d'un seul homme. Le petit Temujin
qu'on avait laissé mourir, qui avait peur du moindre bruissement, a grandi et a construit un État-forteresse. Un État où tout est contrôlé, où il n'y a pas de surprise, où tout chaos est réprimé par la mort. Son empire était sa protection psychologique, étendue aux dimensions d'un continent. Il voulait contrôler le monde pour que le monde ne puisse plus jamais lui faire de mal. À la fin de l'an 1206, la machine était assemblée. Elle bourdonnait d'impatience. 100 000 des meilleurs cavaliers du monde, armés de puissants arcs composites frappant à 300 mètres, attendaient l'ordre. La steppe était soumise, les ennemis intérieurs détruits. Mais l'économie de guerre exigeait du butin. On ne peut pas entretenir une armée avec des promesses. Elle a besoin d'or, de soieries, d'esclaves et de nouveaux pâturages. Les yeux du Khan se tournèrent au-delà des murs de feutre de son monde. Là où, derrière la grande muraille, vivaient des gens vêtus de tissus doux et buvant du vin dans des coupes de jade. Là où les villes étaient immenses comme des montagnes et les richesses semblaient infinies. Les civilisations des peuples sédentaires regardaient les gens des steppes comme de sales sauvages indignes d'attention. Ils ne soupçonnaient même pas que dans les yourtes sur les rives de l'Onon, les cartes de leurs pertes étaient déjà tracées. Le vent commençait à souffler vers le sud et l'ouest, et ce vent portait l'odeur non seulement de l'hiver proche, mais aussi de l'incendie à venir. Des marchands espions arrivaient au camp du Khan, racontant les faiblesses des grands empires. Au loin, à des milliers de kilomètres, dans le riche et arrogant Khwarezm, les dirigeants comptaient leur argent et intriguaient les uns contre les autres, sûrs de leur invincibilité. Ils ne savaient pas encore que leur sort était déjà scellé, au conseil d'hommes qui ne savaient pas lire, mais qui savaient tuer à la perfection. Le mécanisme a claqué. La première flèche a été posée sur la corde. L'histoire s'est figée dans l'attente du déclenchement. Et le prétexte pour le début de la fin du monde ne sera pas une grande bataille, mais une seule erreur diplomatique commise par un gouverneur avide de la lointaine ville d'Otrar. La bêtise d'un seul fonctionnaire coûtera bientôt la vie à des millions de personnes. Il y a dans l'histoire des moments qui semblent insignifiants, jusqu'à ce qu'ils fassent basculer le monde dans les abysses. Un mauvais virage, un mot de trop, ou, comme dans notre cas, l'avidité masquée en vigilance. L'an 1218. Une immense caravane approche des portes d'Otrar, perle étincelante aux confins de l'empire du Khwarezm. 450 marchands, 500 chameaux chargés d'argent, d'or, de soie chinoise, de fourrure de zibeline et de médicaments mystérieux. Ce n'était pas une armée, c'était une main tendue pour une poignée de main. Gengis Khan, qui venait de conquérir la Chine du Nord, regardait vers l'ouest. Il ne voulait pas la guerre, il voulait du commerce. Il voulait sa part dans le fleuve infini d'argent de la route de la soie. Son message au sultan du Khwarezm, Muhammad, était d'une simplicité trompeuse. Je suis le souverain des terres du soleil levant, et tu es le souverain des terres du soleil couchant. Qu'il y ait entre nous un solide traité d'amitié et de paix. Cela semble raisonnable. Pour nous, oui. Mais pour les yeux arrogants de l'élite du Khwarezm, c'était une insulte. Qui est ce sale nomade pour se dire l'égal de l'ombre d'Allah sur terre? Pour eux, les Mongols étaient des sauvages, buvant du sang et ne lavant pas leurs vêtements. Le gouverneur Inaltchuk, maître d'Otrar, regardait du haut des remparts la poussière soulevée par les chameaux. Mais il ne voyait pas des diplomates, il voyait des espions. Et pire, il voyait une proie facile. Inaltchuk prit une décision qui signera l'arrêt de mort de millions de personnes. Il accusa les marchands d'espionnage. C'était un mensonge commode pour justifier le pillage. Sur son ordre,
450 personnes furent massacrées, leurs marchandises confisquées. Le gouverneur était assis dans son palais, triant les soieries chinoises, et pensait avoir fait l'affaire du siècle. Il pensait avoir dépouillé un bandit de passage. Il ne comprenait pas qu'il venait de dégoupiller une grenade de la taille d'un continent. Mais les nouvelles ont la propriété de s'infiltrer à travers les murs. Un homme a échappé au massacre. Un chamelier, caché parmi le bétail, s'est glissé dans la nuit. Il a galopé jusqu'à ce que son cheval s'effondre, puis a couru jusqu'à s'en brûler les poumons pour porter la nouvelle de la trahison à la tente du Khan. Imaginez le silence au camp de Gengis Khan lorsqu'il a entendu cela. Les ambassadeurs du commerce, placés sous sa protection personnelle, égorgés comme des moutons. C'était la violation de la loi la plus sacrée de la steppe, la loi de l'hospitalité et de l'inviolabilité des ambassadeurs. Et pourtant, Gengis Khan n'a pas frappé tout de suite. Il a donné au sultan une dernière chance de sauver la face. Une dernière sortie sur l'autoroute menant à l'enfer. Il envoya au sultan Muhammad 3 ambassadeurs, un musulman et 2 mongols. Leur demande était modérée. Livrez le gouverneur Inaltchuk pour qu'il soit jugé, c'est tout. Donnez le voleur et nous resterons en paix. Le sultan Muhammad était assis sur son trône turquoise à Samarcande, entouré de poètes et de flatteurs. Il avait la plus grande armée du monde islamique. 400 000 guerriers en armure d'acier, des éléphants, de la cavalerie lourde. Il regarda ses 3 cavaliers poussiéreux et éclata de rire. Livrer son parent à un parvenu païen, impensable. Muhammad commit le péché capital de la diplomatie. Il ordonna de trancher la tête de l'ambassadeur musulman. Aux 2 Mongols, on laissa la vie sauve, mais on leur fit subir quelque chose de pire, la honte. On leur brûla la barbe. Pour un Mongol, c'était pire que la castration. On les jeta hors du palais et on les renvoya pour qu'ils transmettent à leur maître. Le sultan du Khwarezm ne négocie pas avec des chiens. Ce fut le point de non-retour. Le pont n'a pas été simplement brûlé, il a été atomisé. Lorsque les ambassadeurs mutilés revinrent, Gengis Khan ne cria pas. Il ne fit pas de crise d'hystérie. Il partit sur la montagne sacrée Burkhan Khaldoun. Il monta au sommet, seul. Il ôta son bonnet et dénoua sa ceinture, la passant autour de son cou comme un esclave, exposant sa vulnérabilité devant le ciel. 3 jours et 3 nuits, l'homme le plus terrifiant de la terre resta à genoux sur la pierre nue et pleura. Il parlait au ciel bleu éternel. « Je n'ai pas cherché cette guerre, » murmurait-il. « D'autres l'ont commencée. Donne-moi la force de la vengeance. » Quand il redescendit de la montagne, son visage était calme. Mais c'était le calme d'une arme chargée. Le temps de la diplomatie était fini. Le temps de la politique était écoulé. L'ordre, parti vers les tribus, fut bref. Sceller les chevaux. Ce n'était plus un raid pour le butin. C'était une vengeance sacrée. La machine de l'Empire, dont nous avons observé l'assemblage les années précédentes, rugit. C'était une mobilisation totale. Les forgerons forgeaient des pointes de flèches jour et nuit. Les femmes cousaient des bottes de feutre pour la traversée hivernale des montagnes. Les espions, cette fois de vrais espions, inondaient les bazars de l'Ouest, répandant des rumeurs sur une armée démoniaque plus nombreuse que les étoiles dans le ciel. Gengis Khan rassembla environ 150 000 hommes. Contre les 400 000 du sultan, sur le papier, c'était un suicide. Mais les chiffres mentent. L'armée du sultan était un patchwork de mercenaires et d'esclaves qui haïssaient leur maître. L'armée du Khan était un organisme unique, mu par un but terrible. Ils n'allaient pas conquérir des terres, ils allaient exécuter une sentence. Et dans les palais de marbre de Samarcande et de Boukhara,
la noblesse continuait de festoyer. Ils lisaient des poèmes sur la lune et les rossignols. Ils croyaient en leurs murs épais et leurs richesses incalculables. Ils riaient des rapports sur l'approche des barbares. Ils ne comprenaient pas que la définition de la guerre avait changé. Le sultan Muhammad commet une erreur stratégique fatale. Au lieu de rassembler son immense armée en un point unique et d'écraser les Mongols en terrain découvert, il dispersa ses troupes dans les garnisons des villes. Il transforma son armée en détachements de police gardant les murs. Il pensait que les Mongols se casseraient les dents sur les fortifications d'Otrar et rentreraient chez eux. Il les jugeait selon les normes des guerres qu'il connaissait. Il ne savait pas qu'avec les Mongols voyageaient des ingénieurs chinois. Des hommes qui savaient construire des catapultes capables de projeter des pierres de 100 kilos. Des hommes qui savaient mélanger la poudre et le pétrole. Les Mongols apportaient avec eux des technologies de siège que le monde islamique n'avait jamais vues. Ils n'apportaient pas seulement des épées, ils apportaient des mathématiques et de la chimie. La caravane de la mort entama son lent mouvement vers l'ouest. C'était un serpent de fer et de muscles s'étendant sur des kilomètres. La terre tremblait, non pas métaphoriquement, mais littéralement. Les sismographes, s'ils avaient existé, seraient devenus fous. Et à la tête de cette avalanche chevauchait un vieillard aux yeux de chat. Il n'avait plus besoin d'or. Il avait besoin d'Inalchuk. Il avait besoin de Muhammad. Il voulait voir leur ville brûler jusqu'à ce que la fumée cache le soleil. À Otrar, le gouverneur Inalchuk vérifiait les verrous des portes. Il recomptait les réserves de grains. Il se sentait en sécurité. Il avait des murs. Il avait des soldats. Il avait le désert protégeant les approches. Il ne savait pas qu'il était déjà mort. Simplement, son corps n'avait pas encore eu le temps de réaliser ce fait. Le vent d'Est se transforma en ouragan. L'horizon s'assombrit. Ce n'étaient pas des nuages d'orage. C'était la poussière soulevée par 200 000 sabots. L'ombre du grand Khan tomba sur le monde civilisé. Et dans cette ombre, il n'y avait pas de place pour la miséricorde. Seulement pour un démontage froid et méthodique de la civilisation, brique par brique, vie par vie. L'erreur d'un homme arrogant allait être payée par le sang de tout un empire. Les premières flèches se plantèrent en sifflant dans les portes en bois d'Otrar. Le siège commençait. Mais ce n'était qu'une ouverture. La véritable symphonie de l'horreur était encore à venir. Otrar a tenu 5 mois. 5 mois d'enfer, enfermé dans un sac de pierre. Pendant que le gouverneur Inalchuk comptait les jours jusqu'à l'arrivée de renforts qui ne viendraient jamais, les Mongols démontaient méthodiquement ses espoirs, comme un boucher découpe une carcasse. Ils ne se pressaient pas, ils avaient le temps. Lorsqu'un traître, et dans de telles histoires il y a toujours un traître, a ouvert les portes dans l'espoir d'une grâce, le massacre n'a pas eu lieu tout de suite. Les Mongols sont simplement entrés, comme l'eau remplit la cale d'un navire en train de couler. Inalchuk se replia dans la citadelle. Il se battit jusqu'au bout, jetant des briques depuis les murs quand les flèches furent épuisées. Mais on le prit vivant. Gengis Khan n'avait pas besoin d'un cadavre. Il avait besoin d'une leçon. La légende, ou peut-être le fait historique le plus terrible de cette époque, raconte que l'exécution du gouverneur fut un acte d'ironie noire. Inalchuk aimait les métaux précieux. Il a tué des ambassadeurs pour de l'argent. Eh bien, le Khan était généreux. Tu as tant désiré ce métal, reçois-le donc pleinement. C'est peut-être ces mots qui résonnaient quand on versa de l'argent en fusion dans les yeux et les oreilles du gouverneur vaincu. Ce n'était pas du sadisme par plaisir. C'était un sceau bureaucratique sur un acte de propriété. L'argent se figea, transformant la tête du fonctionnaire
en un masque effrayant, hurlant ce qui arrive à ceux qui confondent la laine d'un mouton mongol avec leur propre poche. Mais Otrar n'était qu'un échauffement. La machine de mort mongole avança plus loin, au cœur de l'Asie centrale. Et le monde apprit un nouveau mot. Hachar. Ce mot sonnait plus terriblement que peste. Hachar, c'est le bouclier humain. Les Mongols rassemblaient les paysans des villages environnants, les prisonniers des villes précédemment capturés, et poussaient cette foule devant eux vers les murs de la forteresse suivante. Imaginez que vous êtes sur le mur de Bukhara. Vous tenez un arc. Et en bas, dans la foule sale hurlant de terreur, poussée par les fouets mongols, vous voyez votre frère, votre père, votre voisin. Pour tirer sur un Mongol, vous devez d'abord tuer votre compatriote. C'était une vivisection psychologique. Les défenseurs devenaient fous. Ils baissaient les armes. Et les Mongols, se cachant derrière le dos des condamnés, faisaient avancer les tours de siège et les béliers. C'était le comble du cynisme et le comble de l'efficacité. Pourquoi perdre des vétérans coûteux et entraînés si l'on peut dépenser la ressource gratuite de l'adversaire? Pour Gengis Khan, les gens n'appartenant pas à la Yassa n'étaient que de la biomasse, du matériel consommable, comme du sable pour combler un fossé. Bukhara, centre de l'érudition islamique, dôme de l'islam, tomba en quelques jours. La ville qui avait accumulé la sagesse pendant des siècles se transforma en abattoir. Les chevaux mongols piétinaient des manuscrits inestimables du Coran, les utilisant comme litière dans les écuries installées directement dans les mosquées. C'est ici, dans la mosquée cathédrale de Bukhara, que Gengis Khan monta au mimbar, la chaire du prédicateur. Il regarda l'élite tremblante de la ville, les riches marchands et les mollahs, et prononça des mots qui changèrent à jamais la théologie de la guerre. « Je suis le châtiment de Dieu. Si vous n'aviez pas commis de grands péchés, Dieu n'aurait pas envoyé sur vos têtes une punition telle que moi. » Il s'est libéré de toute responsabilité. Il n'est pas un meurtrier. Il est un élément, un instrument entre les mains de la Providence. À partir de ce moment, toute résistance contre lui devenait une lutte contre Dieu. Puis vint le tour de Samarcande, la perle de l'Orient. Les murs de la ville étaient défendus par une garnison de 100 000 hommes, 20 éléphants de guerre. Il semblait impossible de prendre cette forteresse même en un an. Mais Samarcande tomba le 5e jour. Pourquoi? Parce que la peur avait déjà fait tout le travail. La garnison des mercenaires turcs décida qu'ils pourraient s'entendre avec leurs frères nomades. Ils ouvrirent les portes et sortirent se rendre, espérant intégrer l'armée du vainqueur. Gengis Khan accepta leur capitulation. Puis il fit un signe. 30 000 soldats de la garnison furent encerclés et massacrés en 1 heure. Personne ne survécut. Les Mongols n'avaient pas besoin de traîtres. Qui a trahi une fois, trahira une seconde fois. Les habitants de la ville furent chassés dans les champs. La sélection commença. Les artisans en Mongolie. Les jeunes hommes dans le Hachar pour le prochain siège. Les femmes en esclavage. Les autres liquidés. Des pyramides de têtes coupées grandissaient au carrefour, comme des monuments monstrueux au nouvel ordre. Et où était le grand Khwarezm Shah Muhammad? Celui qui avait promis de réduire les Mongols en poussière. Il s'était enfui. Le souverain de la moitié de l'Asie s'était transformé en lièvre traqué. Gengis Khan ne perdit pas de temps à le poursuivre personnellement. Il lâcha ses chiens de fer, les généraux Djébé et Subotai. 20 000 cavaliers reçurent l'ordre. Ne pas piller, ne pas prendre de ville, mais seulement traquer. Traquer un seul homme. Ce fut la chasse la plus grandiose de l'histoire.
Muhammad errait à travers son empire mourant. Il arrivait dans une ville, exigeant des chevaux frais, et voyait dans les yeux de ses sujets seulement terreur et mépris. Il fuyait plus loin, et sur ses traces, avec un jour de retard seulement, suivait la fumée et le piétinement des Toumens de Subotai. Il abandonna sa famille, il abandonna le trésor, il abandonna l'armée. La fin de cette tragédie fut pathétique. Le souverain autrefois puissant, l'ombre d'Allah, mourut sur une petite île lépreuse de la mer Caspienne. Il n'avait même pas de linceul. On l'enveloppa dans la chemise sale de l'un des rares serviteurs restants. Il mourut de pleurésie, de faim et de la conscience d'avoir détruit son propre monde de ses propres mains par une seule erreur diplomatique. Pendant ce temps, les Mongols changeaient le paysage, littéralement. Le Khwarezm était une oasis, un jardin florissant au milieu du désert, grâce à un système complexe de canaux d'irrigation. Les Mongols ne se contentaient pas de brûler les villes. Ils détruisaient les barrages. Ils comblaient les canaux. L'eau partait et les sables avançaient. Là où hier poussaient pêches et raisins, aujourd'hui le vent soufflait. Ils ont détruit l'infrastructure de la vie. Urgench, la capitale du Khwarezm, résista le plus longtemps. La fureur des Mongols fut telle qu'ils détournèrent le cours du fleuve Amou Daria pour inonder la ville. Ils noyèrent les ruines avec les défenseurs. C'était une guerre d'anéantissement non seulement des hommes, mais de l'habitat lui-même. L'Asie centrale florissante fut renvoyée des siècles en arrière dans son développement. Les bibliothèques brûlèrent, les savants périrent ou devinrent esclaves. La grande route de la soie passait désormais par un cimetière. Au camp du Khan, on faisait le bilan. Ce n'était pas une victoire. C'était un nettoyage du territoire jusqu'à zéro. L'air sentait le brûler et la chair en décomposition. Mais la machine ne s'arrêtait pas. L'inertie de la mort était trop grande. À l'ouest s'étendaient de nouvelles terres, de nouveaux peuples, qui ne savaient pas encore que leur destin était déjà écrit avec du sang sur les murs de Samarcande. Et dans la lointaine Mongolie, Gengis Khan vieillissant comprenait. Son temps s'écoulait, mais le mécanisme qu'il avait créé était capable de fonctionner éternellement, même sans lui. Surtout sans lui. Août 1227, terre des Tangoutes. L'air ici est sec et poussiéreux, il écorche la gorge. Mais l'homme allongé dans la tente de campagne ne le sent presque plus. Le conquérant le plus terrible de l'histoire, l'ébranleur de l'univers, se meurt. Pas de l'épée d'un ennemi, pas dans un duel épique digne d'une fin hollywoodienne. Ironie du sort, l'homme qui a rayé de la carte des dizaines de villes a été tué par la banalité. Une chute de cheval pendant une chasse, hémorragie interne, une lente extinction. Le monde s'est figé. Rois et sultans, à qui parvenaient les rumeurs de la maladie du Khan, priaient leur Dieu, espérant qu'avec le souffle de ce vieillard, disparaîtrait aussi le cauchemar qui avait recouvert l'Eurasie. Ils pensaient que l'empire mongol n'était qu'une grande bande qui tenait par le charisme d'un seul chef. Que le chef meurt et les loups s'entregorgeront. Telle était la loi de l'histoire. C'est ainsi que se sont effondrés les empires d'Attila et d'Alexandre. Mais le monde civilisé a commis une erreur fatale. Il n'a pas compris que Gengis Khan n'avait pas laissé derrière lui de simples héritiers. Il a laissé un système. La mort du Khan fut la première épreuve de solidité de ce système. Et il a fonctionné avec une efficacité effrayante. Les funérailles de Gengis Khan se transformèrent en une opération spéciale sans équivalent en termes de secret et de cruauté. On transporta le corps vers les steppes natales, vers la montagne Burkhan Khaldoun. Mais ce n'était pas une procession funèbre, c'était un cortège de morts. Toute personne rencontrée sur le chemin
bergers, voyageurs, témoins fortuits, étaient immédiatement tués. « Va et serre notre maître dans l'autre monde », disaient les guerriers de l'escorte en abaissant leurs épées. Personne ne devait savoir où reposerait celui qui avait possédé la moitié du monde. Les légendes racontent que des milliers de chevaux ont galopé sur la tombe fraîche pour aplanir la terre. On dit que le lit d'une rivière a été détourné pour que l'eau cache le lieu de sépulture à jamais. Puis, pour boucler le cercle du silence, on exécuta ceux qui avaient construit la tombe. Et ensuite, on exécuta ceux qui avaient exécuté les constructeurs. Le secret devint absolu. Nous ne savons toujours pas où il repose. Gengis Khan s'est dissous dans la steppe, devenant son esprit, son vent, sa menace éternelle. Mais pendant que le corps refroidissait dans la terre, le mécanisme de l'Empire continuait de tourner, sans même ralentir. Les messagers avec les païdzas, tablettes d'or du pouvoir, continuaient de galoper de la mer Jaune à la mer Caspienne. Les impôts étaient collectés, les garnisons restaient sur les murs. Le recensement de la population continuait. L'Empire a prouvé qu'il était plus grand que son créateur. Au Kurultai de l'an 1229, Ögedei fut élu nouveau grand Khan, le troisième fils. Pourquoi lui? Il y avait pourtant le féroce Jagatai, gardien de la Yassa. Il y avait Tolui, génie militaire, favori de son père. Mais Gengis Khan était un visionnaire. Il savait que Jagatai était trop cruel et déclencherait une guerre civile. Tolui, trop direct. L'Empire avait besoin d'un diplomate. Ögedei était connu pour sa générosité et, disons-le franchement, son amour du vin. Il était le compromis qui arrangeait tout le monde. Je gouvernerai de sorte que le peuple vive en paix et que les fardeaux ne pèsent pas sur vos épaules, promit Ögedei, distribuant les trésors du père. Il semblait que le dégel avait arrivé. Les Mongols commencèrent à construire leur première capitale de pierre, Karakorum. Au milieu de la steppe s'éleva une ville avec des palais, des églises, des mosquées et une célèbre fontaine d'argent en forme d'arbre, d'où coulait du vin, du kumis et de l'hydromel. L'Europe souffla. Le nouveau Khan boit et construit des fontaines. Parfait. Donc, la guerre est finie. Oh, comme il se trompait. Pendant qu'Ögedei profitait du pouvoir et de l'alcool, dans l'ombre du trône travaillait le véritable cerveau de l'Empire. Un homme qui ne connaissait pas le mot « assez ». Subbotai, le vieux chien féroce de Gengis Khan, borgne et couvert de cicatrices, déploya des cartes sur une table à Karakorum. Des cartes dont les monarques européens ne soupçonnaient même pas l'existence. Pendant que les chevaliers d'Europe s'exerçaient dans les tournois, les éclaireurs mongols connaissaient déjà la profondeur des rivières en Hongrie, le nombre de guerriers en Pologne et les querelles politiques des princes russes. Subbotai vint voir Ögedei avec un plan dont l'ambition coupait le souffle. Il ne proposait pas un simple raid, il proposait la grande campagne de l'Ouest. Objectif, atteindre la dernière mer, l'Atlantique. Notre père nous a légué de conquérir le monde entier, dit Subbotai. Les chevaux mongols n'ont pas encore bu l'eau du Rhin. C'était un projet bureaucratique de fin du monde, aucune improvisation. Les réserves de fourrage avaient été calculées, les itinéraires de mouvement pour 150 000 cavaliers définis. Chaque soldat avait reçu l'ordre d'avoir sur lui aiguilles, fils, haleines et cordes. La logistique était pensée dans les moindres détails. C'était une guerre industrielle, planifiée dans un état-major à des milliers de kilomètres de la ligne de front. À la tête de la campagne, on plaça formellement Batu, petit-fils de Gengis Khan, fils de ce même Jochi, dont l'origine avait toujours été remise en question. Batu devait prouver qu'il était digne du sang de son grand-père. Mais le véritable chef d'orchestre de cet ensemble de morts
restait Subbotai. C'était un vieil ingénieur qui savait comment fonctionnait la machine. Et il savait que l'Europe était un patchwork de royaumes fiers, mais désunis, incapables de s'unir, même face à l'apocalypse. L'an 1235. Le Kurultai prend la décision, les dés sont jetés. L'armée commence à se rassembler, la terre recommence à trembler. Mais cette fois, l'épicentre se déplace vers l'ouest. Le vent qui souffle au visage des princes russes et des rois hongrois devient plus froid. Ils sentent ce froid, mais le mettent sur le compte de la météo. Ils ne savent pas que c'est le souffle d'un mort. Gengis Khan est mort, mais sa volonté, chiffrée dans les lois de la Yassa et les schémas tactiques de Subbotai, est vivante. Le fantôme de la grande steppe s'est levé de sa tombe et s'est remis en selle. Cette fois, il ne s'arrêtera pas tant que les sabots de son cheval ne toucheront pas le ressac de l'océan. Le monde pensait que le pire était derrière. Mais la vérité était que Gengis Khan n'avait fait que poser les fondations. Et c'était à ses héritiers d'ériger les murs de la prison pour les peuples d'Europe. Et ils avaient pour cela tous les outils, machines de siège, discipline et une indifférence absolue, glaciale, envers la vie humaine. Le volant a tourné. Prochain arrêt, Ryazan, Kiev, Legnica. Le monde occidental, habitué à se considérer comme le centre de l'univers, s'apprêtait à devenir la périphérie de l'Ulus mongol. L'hiver de l'an 1237 fut pour la Russe non pas un salut, mais une condamnation. Nous avons l'habitude de penser que le général hiver est toujours du côté des Russes, qu'il brise l'échine des envahisseurs, de Napoléon à Hitler. Mais les Mongols n'étaient pas des envahisseurs ordinaires. Pour eux, les rivières gelées ne devinrent pas un obstacle, mais des autoroutes de glace idéales. Le long des lits de la Volga, de l'Oka et du Dniepr, la mort filait plus vite que les messagers appelant à l'aide. Ryazan tomba la première. Les princes répondirent fièrement aux ambassadeurs de Batou. « Quand nous ne serons plus là, tout sera à vous. » Les Mongols prirent cette offre au pied de la lettre. La ville ne fut pas simplement brûlée, elle fut étripée. Les archéologues fouillant les couches de cette époque trouvent des os avec des pointes de flèches fichées dedans et des traces de coups de sabre qui fondaient les clavicules jusqu'au milieu de la poitrine. Ce n'était pas une guerre d'armée, c'était le nettoyage d'une espèce biologique. Puis vint le tour de Kiev. La mère des villes russes, capitale aux coupoles d'or, se transforma en fosse commune. Imaginez l'église de la dîme, bondée de gens au point qu'on ne peut plus respirer. Femmes, enfants, vieillards sont montés sur la tribune et le toit, espérant que les murs du temple les protégeraient. Mais les murs ne résistèrent pas au poids de la foule folle de terreur et au coup des engins de siège. L'église s'effondra, ensevelissant sous elle les derniers habitants de Kiev. Lorsque la fumée se dissipa de la mégalopole d'Europe de l'Est, il restait 200 maisons et des montagnes de cadavres que personne n'était là pour ramasser. La voie vers l'ouest était ouverte. L'Europe, somnolent dans ses querelles féodales, se réveilla soudain au fracas venant de l'Est. Mais ils ne comprenaient toujours pas à quoi ils avaient affaire. Les chevaliers européens, bardés d'armures lourdes, élevés dans les tournois et le code d'honneur, regardaient les Mongols comme une horde sale que la seule vue des bannières chrétiennes disperserait facilement. C'était le choc de deux époques. Le choc d'un passé lourd et maladroit avec un avenir manœuvrier et impitoyable. Le génie de Subbotai se manifesta ici dans tout son éclat. Il divisa son armée. C'était une violation de tous les canons de la science militaire européenne. On ne divise pas ses forces face à l'ennemi. Mais Subbotai savait ce qu'il faisait. Un corps partit vers la Pologne pour distraire les voisins du Nord. L'autre, le principal, sous le commandement de Batou, fit mouvement vers la Hongrie. C'était un blitzkrieg 700 ans avant l'apparition des chars.
Avril 1241. Bataille de Legnica. Le duc polonais Henri le Pieux rassembla sous ses bannières la fine fleur de la chevalerie européenne. Il y avait là des Templiers, des Teutoniques, des Hospitaliers, la noblesse polonaise et allemande. Armure étincelante, lourds chevaux de combat, forêts de lances. Ils avaient l'air imposants. Ils se sentaient comme des héros d'épopée. Mais les Mongols ne lisaient pas de romans de chevalerie. Le combat commença selon le scénario classique des nomades. L'avant-garde mongole attaqua, arrosa les chevaliers d'une grêle de flèches et s'enfuit. « Ils fuient, les lâches !» crièrent les chevaliers. L'instinct du prédateur joua contre eux. La cavalerie lourde, rompant la formation, se lança à leur poursuite, s'étirant sur le terrain, s'embourbant. Ils pensaient poursuivre du gibier, mais en réalité, ils se jetaient eux-mêmes dans la gueule du piège. Soudain, les Mongols, en fuite, firent volte-face. Des forces fraîches frappèrent sur les flancs. Et puis arriva ce que les Européens appelèrent une sorcellerie diabolique. Les Mongols allumèrent des fumigènes, mélange de fumier, de graisse et de poudre. Le champ de bataille fut recouvert d'une fumée âcre et suffocante. Les chevaliers devinrent aveugles. Dans ce chaos, toussant et perdant leur orientation, ils devinrent une proie facile. Les Mongols les tiraient de leurs chevaux avec des lassos, comme des sacs de grains, et les achevaient dans les fentes des armures avec de fines dagues. Le duc Henri tenta de s'échapper, mais on le rattrapa. On lui coupa la tête, on la planta sur une lance, et on la montra aux défenseurs du château de Legnica. C'était un langage compréhensible par tous, sans interprète. Votre Dieu est mort. Votre protection s'est effondrée. Ce jour-là, plus de 25 000 guerriers chrétiens périrent. Mais ce n'était qu'une manœuvre de diversion. La véritable catastrophe se déroulait en Hongrie, sur la rivière Sajo. Le roi Béla IV était sûr de lui. Il occupait une position avantageuse sur la rive, gardant le seul pont. Il avait l'avantage numérique. Mais il avait oublié qu'il ne combattait pas des hommes, mais des ingénieurs. Subotai installa de nuit des ponts de bateaux en aval, faisant passer une partie des troupes dans le dos des Hongrois. Et le matin, alors que le roi se préparait à la bataille pour le pont, les Mongols utilisèrent l'artillerie. Des catapultes et des balistes, habituellement utilisés seulement pour le siège des villes, furent roulés directement sur le champ de bataille. C'était une révolution tactique. D'énormes pierres et des pots de pétrole enflammés volèrent sur les rangs serrés des arbalétriers hongrois qui gardaient le passage. « Ils ont dégagé la voie par le tonnerre et la foudre !» écrivit un chroniqueur. L'armée hongroise se retrouva encerclée. Les Mongols n'attaquèrent pas de front. Ils encerclèrent simplement le camp et commencèrent à le fusiller méthodiquement avec leurs arcs, sans entrer dans la zone de portée ennemie. C'était un stand de tir. Les chevaliers s'agitaient à l'intérieur, incapables d'atteindre l'ennemi. Et alors Subotai utilisa son truc psychologique préféré. Il laissa un pont d'or. Il laissa intentionnellement une route libre, non bloquée par les troupes. C'était une issue, un espoir. Les Hongrois, ayant perdu la volonté de résister, jetèrent armes et armures pour fuir légers. Ils pensaient se sauver. En réalité, ils s'étaient transformés en cible mouvante. Un homme qui court ne résiste pas. Il est facile de le tuer dans le dos. Les Mongols les poursuivirent sur plusieurs jours, jonchant la route de cadavres. La terre se gorgea de sang, au point que l'herbe sur la plaine de Mohi ne repoussa pas pendant 1 an. Après la bataille, vint le temps de la comptabilité. Les Mongols étaient des pragmatiques. Il leur fallait un rapport pour le Khan. Mais comment compter 60 000 cadavres? Les têtes sont lourdes et pourrissent vite. C'est pourquoi ils introduisirent une nouvelle monnaie de rapport, les oreilles. Les vainqueurs marchaient sur le champ de bataille, coupant l'oreille droite de chaque ennemi tué. 9 grands sacs,
9 sacs remplis d'oreilles humaines furent envoyés à Batu Khan comme preuve du travail accompli. Dans ces sacs reposaient les oreilles de comtes, d'évêques, de barons et de simples miliciens. Pour le couteau mongol, toutes les oreilles étaient pareilles. Les différences de classe de l'Europe furent annulées d'un coup de lame. L'Europe gisait en ruine. La chevalerie, en tant que force militaire, cessa d'exister en un printemps. Le mythe de l'invincibilité des croisés bardés de fer fut piétiné dans la boue par les sabots des petits chevaux mongols. La panique s'empara du continent. L'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II, écrivait des lettres au roi d'Angleterre, suppliant de l'aide, mais personne ne voulait envoyer de troupes à l'abattoir. Dans les églises de Londres à Rome, on ajouta une nouvelle prière. « A furor et Normanorum liberanos domine » ne fonctionnait plus. On murmurait désormais « De la fureur des Tatars, délivre-nous, Seigneur ». La route vers la « dernière mer » était libre. Vienne tremblait. L'Italie se préparait à l'évacuation. Plus aucun mur, plus aucune armée capable d'arrêter Subotai n'existait. Les patrouilles mongoles voyaient déjà la mer Adriatique. Il semblait que l'histoire de la civilisation chrétienne touchait à sa fin. Subotai planifiait l'invasion du Saint-Empire romain pour l'hiver 1242. Il avait déjà tracé les itinéraires pour ses Tumens. Le monde occidental ne tenait qu'à un fil, et ce fil était prêt à rompre. Mais le destin, qui avait si longtemps favorisé les Mongols, décida soudain de jouer une mauvaise farce. Le salut ne vint pas des prières du pape, ni des épées des chevaliers. Le salut vint de l'Est, avec un seul et unique messager, qui avait crevé une dizaine de chevaux pour apporter une nouvelle capable d'arrêter l'apocalypse. Printemps 1242. L'Europe s'est figée dans l'attente du coup mortel. Imaginez la carte de l'époque. La Hongrie anéantie, la Pologne en ruine, la Croatie brûlée. Les détachements avancés des Mongols sont déjà au mur de Vienne. L'empereur Frédéric II, le monarque le plus puissant d'Occident, écrit des lettres désespérées, mais ne rassemble pas d'armée. La panique a paralysé les volontés. Dans les cathédrales de Paris et de Londres, les gens ne demandent pas si les Mongols viendront. Ils demandent « quand ». Subotai, ce vieux loup borgne, a déjà tracé l'itinéraire jusqu'à la dernière mer. Il ne restait qu'un élan jusqu'à l'Atlantique. En été, les chevaux devaient boire l'eau du Rhin, et en hiver, piétiner les vignobles de France. Aucune mystique, seulement de la logistique. Les chevaliers européens avaient prouvé leur totale incompétence. Les murs de leurs châteaux s'effondraient sous les machines de siège chinoises comme des châteaux de cartes. La civilisation se tenait au bord du gouffre, et le pied du conquérant était déjà levé pour le pas. Mais il se produisit alors ce que les croyants appelèrent un miracle, et les cyniques la plus mauvaise blague de l'histoire. Le messager. Un seul cavalier, couvert de la poussière de 6000 kilomètres. Il avait crevé des dizaines de chevaux, les changeant au relais de poste, les yams, pour livrer la nouvelle de Karakorum au camp de Batu, au centre de l'Europe. Il n'apportait pas l'ordre d'attaquer, il apportait le silence. Le 11 décembre 1241, à l'autre bout du monde, dans la lointaine Mongolie, le cœur de l'Empire s'est arrêté. Le grand Khan Ögedei est mort. Pas par l'épée, pas par le poison d'ennemis. Il a été tué par le seul ennemi que les Mongols n'ont jamais pu vaincre, l'alcool. Ögedei était un dirigeant bon, un ami généreux, mais il buvait le vin comme son père buvait le sang des ennemis, sans mesure. Jagatai, gardien de la Yassa, avait même placé auprès de lui un fonctionnaire spécial pour limiter le nombre de coupes bues. Ögedei accepta docilement de boire moins de coupes,
mais ordonna de faire sa coupe personnelle 2 fois plus grande. Une ironie digne d'une épitaphe. L'homme qui possédait la moitié du monde a perdu la bataille contre son propre foie. Pour nous, c'est une anecdote historique. Pour Batu et Subotai, c'était une catastrophe. Selon la Yassa de Gengis Khan, la mort du grand Khan arrête tout. Toute guerre, toute campagne, toute affaire d'État est gelée. Tous les Gengis Khanaèdes, descendants de Gengis Khan, sont obligés de retourner en Mongolie pour le grand Kurultai afin d'élire un nouveau dirigeant. Cela ne se discutait pas. C'était une loi gravée dans le subconscient. Si Batu reste en Europe, il deviendra un paria, un séparatiste, un rebelle. Il perdra son droit de vote lors du partage du pouvoir. Et le pouvoir à Karakorum était plus important que toutes les richesses de Paris et de Rome réunies. Imaginez ce moment dans la tente du commandant. Subotai, génie de la guerre, tient entre ses mains le plan de conquête de l'univers. Il a une armée au sommet de sa forme. Il a un ennemi à genoux. Et on lui dit « Stop, nous faisons demi-tour ». La plus grande opération militaire de l'histoire a été annulée à cause d'une procédure de vote. L'armée mongole fit demi-tour. Cela ressemblait au reflux d'un tsunami. À l'instant, ils étaient là, prêts à engloutir le monde, et maintenant, ils ne sont plus là. Ils ne partaient pas comme des fuyards, mais comme des prédateurs appelés par leur maître. Sur le chemin du retour, pour ne pas repartir les mains vides, ils passèrent par le feu et l'épée à travers la Serbie et la Bulgarie, simplement en passant. Mais l'Europe était sauvée. Les chroniqueurs occidentaux ne pouvaient en croire leurs yeux. Ils écrivaient que la force de la prière avait chassé les Mongols, que des anges leur étaient apparus, que le pape lui-même avait par sa parole fait reculer les ténèbres. Ils ne savaient pas qu'ils n'avaient été sauvés ni par Dieu, ni par la bravoure chevaleresque, ni par la solidité des murs. La civilisation occidentale a été sauvée par l'ivresse d'un seul homme dans la lointaine steppe asiatique. Si Ögödei avait vécu encore 2 ans, la cathédrale Notre-Dame de Paris aurait très probablement été transformée en écurie, et sur les ruines du Vatican se serait dressée la yourte du gouverneur. Nous cherchons souvent dans l'histoire de grands sens. Nous voulons croire que le bien triomphe du mal, que le progrès est inévitable. Mais l'histoire de l'empire de la cicatrice nous enseigne autre chose. Le hasard peut tout décider. Un caillot microscopique, une coupe de vin en trop, et des millions de vies, des cultures et des langues entières reçoivent un droit à l'existence qu'elles n'auraient pas dû avoir selon la logique de la guerre. L'Europe est restée en vie, effrayée, humiliée, exsangue, mais vivante. Les Mongols sont partis vers l'est, laissant derrière eux une bande de terre brûlée et une peur qui s'est incrustée dans la mémoire génétique des Européens pour des siècles. Le mot « tartare » est devenu synonyme d'enfer. Mais la présence physique de l'Empire n'existait plus. Le frein d'urgence de l'Apocalypse a fonctionné. Mais en partant, les Mongols n'ont pas disparu. Ils ont simplement changé de forme de présence. La machine de guerre s'est transformée en garrot politique et économique. Batu n'est pas allé au Kurultai personnellement. Il était trop intelligent et craignait d'être empoisonné par ses concurrents. Il s'arrêta sur la Volga. Là, dans le cours inférieur du grand fleuve, il planta sa lance d'or dans le sol et dit « Ici sera ma maison ». Ainsi naquit la Horde d'or. Un État qui, pendant 300 ans, sera l'ombre planant sur l'Europe de l'Est. Au lieu d'une administration directe, un contrôle à distance. Au lieu de garnison dans chaque ville, un système de Yarliks et de Baskax. Vous voulez gouverner? Obtenez la permission du Khan. Vous voulez vivre? Payez la dîme. C'était du racket à l'échelle étatique. Les Mongols ont construit un système parasitaire idéal.
Ils ne dépensaient pas de force pour l'occupation. Ils pompaient simplement les ressources en utilisant la peur comme principal outil de collecte des impôts. Le vent de l'histoire s'est calmé. La poussière est retombée. Sur le lieu des incendies, l'herbe a commencé à pousser. Les survivants sortaient en rampant des forêts et des grottes, regardant avec méfiance l'horizon vide. Ils commençaient à reconstruire les maisons, à faire des enfants et à écrire des chroniques dans lesquelles les Mongols se transformaient en démons des enfers. Mais le monde n'était plus le même. Il était devenu plus petit. Il était devenu unique. Et bien que les Mongols n'aient pas atteint l'Atlantique, ils ont brisé les barrières qui séparaient l'humanité depuis des milliers d'années. L'Empire a reculé, mais a laissé une cicatrice. Et cette cicatrice a commencé à guérir, se transformant en quelque chose d'étonnant. En route, en voie commerciale, en échange d'idées. Paradoxe, mais c'est précisément cette fin du monde avortée qui fut le début de la mondialisation. Le monde mongol, la Pax Mongolica, a recouvert l'Eurasie du dôme d'un ordre cruel mais sûr. L'épée fut rengainée et vint le temps des marchands, des diplomates et des gènes. Car la semence semée par la guerre avait déjà donné des germes qui changeront à jamais le visage de l'humanité. Lorsque la poussière des sabots, retombée sur la moitié du globe, s'est enfin dissipée, l'humanité s'est retrouvée dans une réalité totalement nouvelle. Nous avons l'habitude de regarder l'invasion mongole comme une catastrophe, comme un trou noir dans l'histoire ayant renvoyé la civilisation en arrière. Mais soyons honnêtes et cyniques, comme des pathologistes. Si l'on écarte les montagnes de crânes, les bibliothèques brûlées et les dynasties détruites, que reste-t-il au bout du compte? Il reste la mondialisation. La première, véritable et cruelle mondialisation. Les historiens appellent cela la Pax Mongolica, la paix mongole. Cela sonne comme une moquerie, vu le prix auquel elle a été achetée. Mais c'était un fait. Pour la première fois dans l'histoire, d'immenses espaces de la mer Jaune à la mer Noire, de la taïga sibérienne aux jungles indiennes, se sont retrouvés sous l'administration d'une direction unique. Frontières, douanes, petits princes pillant les caravanes, tout cela a disparu. À leur place est venue la dictature de la loi et de la logistique. Rappelez-vous la légende de la Vierge au plat d'or. On disait qu'une belle jeune femme pouvait prendre un plat rempli de pièces d'or et marcher de Khanbalik, l'actuel Pékin, jusqu'en Crimée. Et personne n'aurait osé toucher ni à elle, ni à l'or. Pourquoi? Parce que la peur de la Yassa était plus forte que l'avidité. Gengis Khan et ses descendants ont créé une zone de sécurité absolue. Mais c'était la sécurité d'une cour de prison, où l'ordre est maintenu non par la conscience, mais par l'inéluctabilité du châtiment. Par ces routes sûres, tracées sur les ossements de millions de personnes, ont coulé non seulement soieries et épices, ont coulé des idées, des technologies, des inventions. C'était l'Internet du XIIIe siècle. L'Europe, enfermée dans son coin sombre, a soudain eu accès aux ingénieurs chinois, aux astronomes perses et aux mathématiciens indiens. La poudre, la boussole, le papier-monnaie, l'imprimerie. Toutes ces technologies qui permettront bientôt à l'Occident de dominer le monde sont arrivées par les relais de poste mongols. Colomb naviguera vers l'Amérique, tenant en main une boussole inventée en Chine et rêvant de trouver la route vers le pays du Grand Khan décrit par Marco Polo. Sans Gengis Khan, il n'y aurait pas eu l'époque des grandes découvertes géographiques. Mais la mondialisation a toujours un effet secondaire. Les frontières ouvertes ne laissent pas passer que des marchands et des philosophes. Elles laissent passer la mort. Les routes commerciales mongoles sont devenues des autoroutes idéales pour la peste. La peste noire, née quelque part dans les profondeurs de l'Asie, a profité de l'infrastructure mongole pour atteindre l'Europe.
le siège de Kaffa en 1346 est le moment où la biologie est redevenue une arme. Le khan de la Horde d'Or, Janibek, incapable de prendre la forteresse génoise, ordonna de charger les catapultes avec les cadavres de personnes mortes de la peste. Il jetait la mort derrière les murs. Les navires génois fuyant cet enfer amenèrent en Europe rats, puces et le bacille qui tuera un tiers de la population du continent. C'était la dernière flèche posthume de Gengis Khan. Son empire, même en se désintégrant, continuait de réduire la population de la planète, cette fois par la main des microbes. Cependant, la trace la plus profonde laissée par l'ébranleur de l'univers n'est pas écrite dans les manuels d'histoire. Elle est écrite en nous, dans chaque cellule. Nous revenons à ce par quoi nous avons commencé, à la biologie, à la statistique, à la génétique. L'empire de Gengis Khan s'est effondré. La Horde d'Or a disparu. Les Yuan sont tombés. L'île Khanate s'est dissous dans les sables. Les palais de Karakorum sont devenus des ruines envahies par l'herbe. Mais il est un monument qu'il est impossible de détruire. Ce sont les 16 millions d'hommes vivant aujourd'hui qui portent dans leur chromosome Y le marqueur unique de l'amas stellaire. C'est l'écho génétique de ce même petit garçon Temujin qui tremblait jadis de froid dans la steppe et a juré de ne plus jamais être faible. Il a vaincu la mort de la manière la plus fiable connue de la nature. Il s'est multiplié. Sa soif de sécurité par la domination a conduit à ce qu'il devienne l'ancêtre d'une énorme partie de l'humanité. Réfléchissez à ce paradoxe. Le plus grand tueur de l'histoire est devenu l'un des créateurs de vie les plus prolifiques. Nous regardons les habitants modernes d'Asie centrale, de Chine, de Russie, d'Europe de l'Est, et voyons les traits de visage formés par ce grand mélange de sang. Nous sommes les descendants des vainqueurs et des vaincus, des violeurs et des victimes, fondus dans un pool génétique unique. Nous sommes le produit d'un traumatisme qui a guéri en laissant derrière lui une cicatrice sur le corps du monde. Gengis Khan nous a montré une terrible vérité sur la civilisation. L'ordre se construit souvent sur des fondations de violence. L'échange culturel se paie par le sang, et l'unité s'atteint par la destruction de la diversité. Nous vivons dans le monde qu'il a construit. Nous profitons de l'immunité diplomatique des ambassadeurs, une loi qu'il a instaurée sous peine de mort. Nous vivons dans un monde global dont il a créé le prototype par le feu et l'épée. Alors qui est-il? Un démon sanguinaire, échappé de l'enfer pour punir l'humanité? Ou un chirurgien impitoyable qui, sans le savoir, a mené une opération douloureuse mais nécessaire, unissant des organes épars en un organisme unique de l'histoire mondiale? Peut-être la réponse ne se trouve-t-elle pas dans le passé, mais dans le miroir. Temujin était un homme qui a poussé la nature humaine jusqu'à sa limite absolue. Il a montré de quoi est capable la volonté d'un seul homme, multipliée par une peur animale et un calcul froid. Il a prouvé qu'on peut changer le monde. La question est seulement d'en connaître le prix. Regardez autour de vous encore une fois. Regardez la carte du monde, quadrillée de frontières. Regardez les fils d'actualité. Écoutez comment les politiciens parlent du nouvel ordre mondial. Vous entendez? Ce n'est pas juste de la politique. C'est l'écho lointain des sabots sur la terre gelée. C'est l'ombre de l'homme qui a compris que si tu ne gères pas le chaos te gère. L'histoire de la cicatrice est terminée. Mais la blessure qu'il a infligée au temps ne se refermera jamais. Parce que nous sommes cette blessure. Et maintenant, connaissant le prix que l'humanité a payé pour son unification, je veux vous demander une seule chose. Si vous aviez la possibilité de revenir en arrière, dans cet hiver froid sur les rives de l'Onon, et de rencontrer un petit garçon affamé aux yeux de louveteau,
Lui tendriez-vous une main secourable pour réchauffer son cœur et empêcher la mort de millions de personnes? Ou tireriez-vous l'épée pour le tuer, sauvant le monde de l'horreur, mais nous privant peut-être de cet avenir dans lequel nous vivons aujourd'hui?